Imaginez qu'on soit riche, très riche, parce qu'on est à la tête d'une entreprise qui nous rapporte 200 milliards de dollars par an. C'est une des 20 entreprises qui rapporte le plus dans le monde. Et en même temps, c'est pas très étonnant parce qu'il y a la moitié de la population mondiale qui se connecte chaque mois sur notre site. Pourtant, on propose un truc simple, une barre de recherche qui permet aux utilisateurs d'écrire une requête. Et depuis 25 ans, on domine le secteur de la recherche en ligne. Tellement que notre plus gros concurrent Bing a même pas 3% des parts du marché. Tellement que la justice américaine qualifie notre domination de monopole. L'introduction de Google en bourse. Welcome to Google I.O. Mr. Pichai, over 85% of all online searches go through Google. A business may sink or swim based on Google's decisions alone. La recette fonctionne très très bien, alors depuis des années, on fait que des micro-ajustements très prudents. Ah oui, sauf cette année. We are introducing an all-new AI mode. It's a total reimagining of search. I've been using it a lot, and it's completely changed how I use search. Ouais. On est le 20 mai 2025 et Google est en train d'annoncer qu'il change les fondamentaux de son moteur de recherche. l'AI Mode, c'est une nouvelle interface qui affiche plus une liste de liens comme ce que fait Google, mais qui donne direct une réponse. On peut toujours faire des recherches comme avant, mais maintenant on peut aussi switcher sur l'interface de l'AI Mode à partir de la barre de recherche ou à partir des onglets juste en dessous. Et c'est déjà déployé, c'est en ce moment en place aux États-Unis. Alors maintenant, en tant que dirigeant de Google, qu'est-ce qui aurait pu vous pousser à prendre le risque de réinventer les fondamentaux d'un service qui se porte pourtant si bien ? Allô la Terre, ici Amy Plante, bienvenue dans la bataille des moteurs de recherche, ou comment l'arrivée des chatbots IA bouleverse les moteurs de recherche traditionnels, quelle stratégie Google va mettre en place pour s'adapter, et est-ce que le web tel qu'on le connaît depuis toujours est sur le point de complètement changer ? Avant de vous raconter l'histoire fascinante de la bataille des moteurs de recherche actuelle, je vais vous raconter une autre histoire. Comme vous le savez sûrement, ça fait maintenant quelques années que je travaille et donc que je gagne des sous. Mais le truc, c'est que j'avais jamais appris comment investir cet argent. Donc je faisais rien avec. Et c'est là tout le problème, parce que j'ai appris plus tard que laisser de l'argent sur un compte bancaire, ça revenait à perdre de l'argent. Mais alors, dans quoi investir ? Une des solutions, c'est d'investir par exemple dans les titres financiers. Acheter par exemple une action, c'est un tout petit bout d'une entreprise. Et ça peut s'acheter sur le sponsor de cette vidéo, Trade Republic. Très concrètement, Trade Republic, c'est une banque en ligne qui propose une application qui est hyper simple et qui permet d'avoir une bonne gestion financière au quotidien. Tu peux y acheter des produits financiers, des actions, des obligations, des ETF, etc. Et personnellement, comme j'aime bien les investissements sécurisés, j'ai décidé d'acheter des ETF. C'est un type de placement où au lieu d'acheter un titre par un titre, t'investis dans un panier de titres en une seule fois, comme par exemple dans les 40 plus grandes entreprises françaises. Et ce qui est cool, c'est qu'ils proposent sur leur application des flux d'informations et des indicateurs qui aident à prendre les décisions. Les frais, ils sont transparents, donc tu sais ce que c'est. C'est 1 € par ordre et gratuit avec le plan d'investissement programmé. Mais Trade Republic, ça permet pas seulement d'acheter des produits financiers, c'est aussi juste une néobanque. Donc tu peux avoir une carte Visa qui a la particularité d'ailleurs d'avoir 1% de SafeBack. Donc dès que je dépense 100 €, je récupère 1 €. Globalement, je dirais que Trade Republic, c'est une banque qui essaie de tout mettre en place pour que tu gères bien ton argent. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Tout commence en novembre 2022 où OpenAI va sortir ChatGPT. ChatGPT, c'est un chatbot gratuit qui, à la base, est là surtout pour montrer les progrès techniques et scientifiques en intelligence artificielle. Welcome to the OpenAI Codex live demo. Today we're going to be showing you the latest version of our model that can write code. I'm Greg. I'm Wojciech. And I'm Ilya. En fait, c'est surtout un produit expérimental qui est présenté par une start-up qui est quand même réputée dans son domaine, mais qui est minuscule comparé à Google. Pourtant, ChatGPT va grandir à une vitesse record. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions d'utilisateurs en 3 mois. Ils deviennent le produit tech à l'adoption la plus rapide. Over 100 million users in 2 months. For some perspective, it took Facebook 4.5 years to reach 100 million users, took TikTok 9 months. Le monde entier s'émerveille. Ça y est, l'IA peut répondre à toutes les questions. ChatGPT comme psy. Tous les jours, je lui parle. ChatGPT m'aide à apprendre le portugais. Faire de l'IA votre coach personnel financier. Comment les gens faisaient pour utiliser leur mémoire avant l'IA? Il m'a fait un planning. Pas un jour que je passe sans l'utiliser. The thing that was very interesting was we could see the gap between what people thought was possible and what actually had been possible for quite some time. Le produit expérimental répond à toutes les questions et pose alors le problème. Pourquoi les gens continueraient de chercher de l'information chez nous, alors qu'il y a un chatbot qui peut leur donner directement l'info qu'ils cherchent ? D'un côté, Google, qui propose une liste de liens vers des sites qu'il faut ensuite fouiller. De l'autre,
ChatGPT qui donne directement une réponse sur mesure. Ouais, de quoi s'inquiéter, et en effet, en interne, on s'inquiète. Selon des enregistrements, il y a un code rouge qui serait déclaré en interne chez Google. Mais il y aurait aussi eu une série de réunions de crise qui auraient été menées par le CEO de Google, Sundar Pichai lui-même. Des équipes auraient été redirigées sur des nouveaux projets, les 2 cofondateurs Larry Page et Sergey Brin auraient été rappelés, alors qu'ils étaient plus dans les affaires courantes depuis 2019. Plusieurs journaux parlent d'une urgence qui bouleverse la culture interne de l'entreprise, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que Google est en train de redéfinir sa stratégie d'intelligence artificielle pour ne pas passer à côté de la révolution lancée par ChatGPT. Mais s'ils réagissent comme ça, c'est parce que, en réalité, c'est tout le modèle économique de l'entreprise qui est remis en cause. Parce que depuis des années, Google a profité de son rôle d'annuaire de référence d'Internet pour devenir le plus grand publicitaire du web. On vend des pubs autour des liens, on vend des pubs dans les liens, on vend des pubs sur les sites eux-mêmes, on vend beaucoup de pubs. Sauf que, avec les raccourcis proposés par les chatbots, l'utilisateur verrait beaucoup moins de sites et donc beaucoup moins de pubs, et donc Google vendrait beaucoup moins. Le business publicitaire de Google est menacé, mais pour autant, à l'époque, en 2023, Google a quand même 2 bonnes raisons de croire qu'il peut encore éteindre le feu. La première raison, c'est qu'à ce moment-là, ChatGPT ne fait pas de recherche en ligne. C'est seulement un modèle de langage, donc en gros, un programme informatique a été codé dans le but de comprendre le langage humain, ou plus exactement dans le but de prendre n'importe quel texte et pouvoir prédire de manière pertinente le mot qui suit. Et dans ce but, on l'a entraîné avec énormément de textes et il a fini par avoir une compréhension structurelle du langage, et donc d'être capable, à partir de ces textes d'entraînement, d'associer des questions à des réponses. Donc en fait, il connaît que ce qu'il a vu dans ces textes. Et le truc, c'est qu'à l'époque, l'entraînement de ChatGPT s'était arrêté mi-2021. Donc il a été entraîné que sur les textes qui ont été publiés avant cette date, et il n'a aucune connaissance de tout ce qui a pu se passer après. Donc résultat, parfois il y avait des réponses complètement inventées. Ce phénomène, ça s'appelle les hallucinations. C'est quand un modèle donne une affirmation qui est fausse ou alors qu'il a inventé, et qu'il la présente comme si elle était vraie. Mais en réalité, même si on pose une question sur avant 2021, on peut jamais être sûr que ce qu'il dit c'est vrai. Parce que c'est pas parce que c'est un modèle qui a appris à générer des propos cohérents que ça veut dire que tout ce qu'il dit c'est exact. Donc il y a toujours la question de la vérification, par exemple sur Google. Ça, c'est notre premier motif d'espoir. Notre deuxième motif, c'est ça. Chez Google, on a tous les outils pour rattraper OpenAI. On a les 2 ingrédients essentiels pour créer de l'IA de haut niveau, les ingénieurs et les chercheurs réputés, et la puissance de calcul. En réalité, depuis 2010, c'est Google les stars de l'IA. C'est nous qui faisons les gros coups médiatiques. En 2016, c'était AlphaGo, l'IA développée par Google DeepMind, qui a battu 2 joueurs professionnels au jeu de Go. 3 ans plus tard, c'était AlphaStar, aussi une IA de Google classée parmi les meilleurs joueurs de StarCraft 2. Dans le domaine médical, c'était l'IA AlphaFold qui a atteint de nouveaux records de précision dans la prédiction du repliement des protéines, une prouesse qui aiderait à terme à découvrir de nouveaux traitements. Et à chaque fois, ces IA de Google font les grands titres et reçoivent les félicitations du monde scientifique. Your groundbreaking work in computational protein design and protein structure prediction has revolutionized these fields. I ask you to step forward and receive your Nobel Prizes. Mais si Google est aussi chaud, comment ça se fait qu'ils n'ont pas créé ChatGPT avant OpenAI ? En réalité, on a une double dose de seum de ne pas avoir créé ChatGPT avant OpenAI. Déjà parce qu'en 2017, c'est nous qui avons créé les Transformers. Les Transformers, c'est l'architecture algorithmique essentielle à l'entraînement de nouveaux grands modèles de langage. Et cette architecture algorithmique créée par Google, elle est utilisée par les modèles GPT d'OpenAI. On retrouve le terme Transformers dans le nom GPT. Mais ensuite, parce que en réalité, on avait déjà lancé aussi notre chatbot l'été juste avant la sortie de ChatGPT. Il s'appelait Lambda 2. Ouais, Google avait déjà créé son chatbot, sauf que l'industrie à l'époque était un peu traumatisée par le scandale de Tai, un chatbot lancé par Microsoft sur Twitter en 2016 et qui avait eu plein de dérives avec des propos racistes et tout. Ça s'est fini en drama avec des excuses publiques de Microsoft. Alors forcément, Google était frileux de lancer son chatbot dans la nature. Donc ils ont restreint l'accès à leur chatbot qui a une poignée d'utilisateurs. En même temps, Google c'est une grosse entreprise scrutée de près et chaque erreur est un peu susceptible d'avoir des lourdes conséquences économiques et légales, alors qu'à l'époque, OpenAI a pas ce problème. C'est une entreprise privée relativement confidentielle à but non lucratif qui fait uniquement de la recherche. Sauf que maintenant, on est début 2023 et cette entreprise a plus de 100 millions d'utilisateurs. Il est temps pour Google de réagir, mais avant même qu'ils réagissent, Microsoft, qui est le principal investisseur d'OpenAI, voit le succès inattendu de ChatGPT et ça lui donne des idées.
Comme ils ont investi dans OpenAI, ils ont un accès privilégié à leur modèle IA. Alors Microsoft a l'idée d'amener cette innovation sur son moteur de recherche Bing. Le projet est lancé en février 2023, ça s'appelle Bing Chat. Concrètement, c'est une sorte de ChatGPT intégré au moteur de recherche dans une fenêtre à part. ChatGPT, Bing Chat, l'étau se resserre pour Google qui va enfin réagir. En réponse, on va présenter Bard, qui est une sorte de ChatGPT basé sur Lambda, mais il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Déjà, il y a l'IA qui a fait une erreur dans la vidéo de présentation, on a perdu 100 milliards de captation boursière. C'était clairement la première secousse d'une période de turbulence. Le duo Microsoft-OpenAI déploie vite alors que les projets Google avancent lentement et restent plusieurs mois en phase de test, à la fois du côté de Bard, mais aussi de leur assistant bureautique Duet AI, qui est une réponse au Copilot de Microsoft. Mais en décembre 2023, Google reprend enfin du poil de la bête et sort son nouveau modèle d'IA, Gemini, qui en termes de performance est proche du meilleur modèle d'OpenAI GPT-4. Gemini is our largest and most capable model. Google just dropped Gemini Ultra and it is impressive. Google finally did it. We've been waiting for this for quite a while now. Fini Bard, fini Duet AI, fini Lambda. Tout rentre sous la marque Gemini. Désormais, Google a un chatbot digne de ce nom, comme ChatGPT, et des modèles plutôt performants. Le plan d'urgence commence tout juste à porter ses fruits. Ça y est, Google rentre enfin dans la course. Et en réalité, c'est pas les seuls. Parce qu'à ce moment-là, une autre start-up commence à faire parler d'elle, Perplexity. Concrètement, Perplexity veut révolutionner la recherche en ligne avec un nouveau concept, le moteur de réponse. Elle propose un mix entre Google et ChatGPT en utilisant des robots qu'on appelle les crawlers pour aller chercher des informations sur le web. Puis elle utilise des algorithmes pour ressortir les résultats les plus pertinents comme un Google le ferait. Sauf qu'ensuite, elle confie ces résultats à des IA pour générer des réponses sourcées à l'utilisateur. Concrètement, Perplexity, c'est la réalisation de ce dont avait peur Google avec ChatGPT. Parce qu'à ce moment-là, ChatGPT ne fait toujours pas de recherche en ligne. Mais ça va pas durer longtemps parce que très vite, tout le monde va imiter Perplexity, à commencer par OpenAI avec ChatGPT. OpenAI met donc enfin en route ses propres crawlers à l'été 2024 et crée son moteur de réponse baptisé SearchGPT. Breaking news right now on OpenAI. OpenAI is launching SearchGPT. OpenAI is getting into the search business. They just announced that they were testing a prototype version. You can see Google shares just reacting here, down better than 2% now. À peine 2 mois plus tard, il l'intègre à ChatGPT et ça devient le petit bouton recherché avec une icône de planète sous la barre de recherche. Et le reste du temps, ChatGPT peut déclencher la recherche en ligne avec ses crawlers automatiquement quand il estime que la requête le nécessite. Mauvaise nouvelle pour nous, ça y est, ChatGPT s'est officiellement transformé en moteur de réponse pour 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires, alors que Perplexity en avait à peine plus de 20 millions. Et si on en croit le teasing du CEO de OpenAI, ce chiffre a presque doublé aujourd'hui et pourrait passer le milliard d'utilisateurs dans quelques mois. Au début, l'arrivée des moteurs de réponse, ça n'a pas directement impacté Google d'après les chiffres. En revanche, depuis le début de l'année, Google se retrouve pour la première fois depuis longtemps juste en dessous de la barre des 90% de part de marché contre environ 93% à la sortie de ChatGPT. On peut se dire que c'est juste quelques points de pourcentage, mais en réalité ça représente plusieurs milliards de dollars. En vrai, pas trop le choix pour Google. Plutôt que d'attendre une lente érosion de son outil, ils se sont lancés la tête la première vers la sortie de leur propre moteur de réponse, le fameux AI Mode. Ça y est, même Google s'est mis au moteur de réponse. Et on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle pour nous les utilisateurs. Ça sera du temps d'économiser à ouvrir des liens pour trouver la réponse. Mais en réalité, pour les éditeurs du web, les gens qui écrivent des articles, des guides ou ceux qui vendent des produits, c'est le début d'une grande période d'incertitude. Parce que qui dit avoir les réponses sans avoir à cliquer sur des liens dit beaucoup moins de visites sur les sites et donc beaucoup moins de revenus qui soient issus de la publicité, de la vente de produits ou d'abonnements. En fait, les moteurs de réponse sont pensés de sorte à ce qu'on n'ait jamais de véritable besoin à en sortir, à moins de cliquer sur les liens qu'ils nous proposent. Et c'est là qu'on touche au point le plus intéressant, qui est le problème que les modèles d'IA ne sont pas autosuffisants. Pour fonctionner correctement, les IA ont besoin de données de bonne qualité, mais si ceux qui produisent ces données de qualité, comme les médias, voient leurs revenus chuter brutalement, comment on fait ? En faisant des recherches sur cette question, j'ai découvert que OpenAI avait payé plusieurs dizaines de millions de dollars pour signer des accords commerciaux avec certains médias comme Le Monde ou Reddit. OpenAI les paye et en échange, ils laissent à ChatGPT exploiter leur contenu pour entraîner les IA et pour les sources des réponses de ChatGPT. Mais ça, c'est des accords qui se font au cas par cas et qui, j'ai l'impression, sont accessibles qu'aux plus gros.
Mais dans ces accords, il y a un truc que je comprenais pas, c'est pourquoi maintenant ils font des accords commerciaux alors qu'au début, pour entraîner les IA, ils ont bien dû prendre tout ce qui était accessible un peu sur internet sans rien demander à personne. Alors pourquoi maintenant ils en payent certains pour utiliser leur contenu? De ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'ils font un peu ça pour officialiser qu'ils prennent les contenus légalement, ça officialise un peu la face cachée de l'iceberg et ça les protège contre des procès de la part des plus gros acteurs dans le cas où effectivement il y a des grosses baisses de fréquentation à cause des moteurs de réponse. Mais dans cette histoire, il n'y a pas tout le monde qui va croquer sa part du gâteau parce que les moteurs de réponse peuvent pas financer tout le monde. Ça veut dire que les éditeurs de sites, ils pourraient se retrouver à faire des résumés de d'autres articles ou créer des articles par IA et on se retrouverait avec un système qui est auto-alimenté. Finalement, il existe un scénario où la ruée vers l'IA, ça déclenche un cercle vicieux qui mène plutôt à l'appauvrissement d'Internet. Ça, c'était le premier sujet qui fâche, mais il y en a un deuxième et c'est ça. L'autre sujet qui fâche, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique viable. Là où une requête à Google, ça coûte un prix négligeable, une requête à un modèle IA, avec des modèles en plus qui sont toujours plus performants, etc., qu'il faut entraîner, bah ça a un coût. Le CEO de OpenAI racontait au début d'année que les personnes qui faisaient part de politesse avec ChatGPT, par exemple en les remerciant ou en lui disant bonjour, avaient coûté plusieurs dizaines de millions de dollars à OpenAI. Et le corollaire de cette histoire d'argent, c'est que ces requêtes sont plus lourdes, et donc elles ont un coût énergétique et donc environnemental plus élevé. En tout cas, Google ne veut pas se faire larguer et en réalité, ils ont un gros avantage pour eux, l'empire technologique. C'est à Google qu'appartient le système d'exploitation le plus installé au monde, Android. C'est à Google qu'appartient le navigateur le plus utilisé au monde, Chrome. C'est à Google qu'appartient la boîte mail la plus utilisée, Gmail. Pareil pour une des 2 suites bureautiques les plus utilisées en entreprise, Google Workspace. Et toute cette chaîne de valeur sur laquelle ils ont la main, ça représente un système de distribution pour Gemini. Gemini dans Android, Gemini dans Google Workspace, Gemini dans Chrome et Gemini dans Google Search avec l'AI Mode. Maintenant, est-ce que leur empire technologique et l'AI Mode suffiront à maintenir leur domination écrasante qui dure depuis plus de 25 ans? Ou est-ce que OpenAI arrivera à suffisamment faire grossir ChatGPT pour les détrôner? C'est ce qu'on verra dans les prochaines années.